tous ces enfants ont travaillé avec, je pense, plaisir pendant les vacances, pendant leurs vacances. Ils ont vraiment travaillé, ils ont été patients, assidus. Ils nous ont montré une énergie extraordinaire, des capacités d'écoute, des capacités de travail impressionnantes. Et je pense que demain, à l'école, feront la même chose. En tout cas, ils nous ont montré qu'ils avaient des compétences inouïes, qu'eux-mêmes, je pense, ignoraient, et que leurs parents, vous, ignoriez également. Donc vous allez voir ce spectacle qui a été élaboré sur des textes écrits par des lycéens de seconde du lycée Truffaut, avec l'aide d'un écrivain, M. Alain Créange, qui vient de Paris spécialement pour ça, aidé en cela par le réseau des médiathèques, qui nous fait plaisir de nous accueillir, de nous aider. 3 restitutions ont déjà eu lieu pour chacun des groupes dans les médiathèques de quartier. Et aujourd'hui, c'est le bouquet final avec les 3 restitutions à la suite, les 3 textes écrits par ces lycéens sur le thème de la paix. Puisque vous savez qu'en cette année 2014, nous fêtons le 100e anniversaire de la guerre de 14. Et que c'est aussi le thème du festival de violoncelle de cette année qui démarre le 20 et auquel je pense que vous assisterez pour de nombreux concerts. En tout cas, nous allons partager ce plaisir et je pense que vous allez vibrer comme nous l'avons fait durant ces semaines d'atelier. Merci beaucoup d'être venus. Bon spectacle. « 1er décembre 1915. Moi, Joseph, du haut de mes 14 ans, habitant à Noyaux. Aujourd'hui, maman m'a annoncé que papa est parti travailler dans une ville voisine. Une atmosphère pesante s'installe dans la maison. Maman s'en mêle dans ses arguments. Une fois, il a pris cette décision sur un coup de tête. Une autre fois, il y avait réfléchi depuis longtemps. Que croire? Maman semble brisée. Elle n'a pratiquement pas toutes les chambres de ses 2 jours. Une en permanence depuis 2010. Ce matin, en passant le balai sous une fenêtre, avec sa partie dans laquelle on lui ordonnait de se concentrer sur le front immédiatement. Je décide d'en parler à maman. Et quand elle me voit avec la haine du lendemain, c'est désormais pourquoi je suis dans ce état et que papa ne veut pas. 4 décembre. Maman a des remords envers moi. De ramener les livres de l'école. Après le déjeuner, je prends mon ballon et je pars rejoindre Hector et Patrick.
Je passe derrière l'épicerie et j'arrive sur le terrain de jeu. Je me retrouve seule. Mes amis ne sont pas encore là. Tout à coup, j'entends des cris. Et des coups de feu. Je me retourne et je vois ce char arriver. Je n'ai pas le temps de réagir. Cet Allemand m'attrape par le col en proférant des mots incompréhensibles. Il me ligote à l'arrière du char. Je panique. Je pense à maman et à Lily. Ils sont plusieurs autour de moi maintenant. Ils me questionnent, mais je ne comprends pas. Je n'ose pas répondre. Mon silence les émerveille, me frappe violemment. Puis, tout devient flou. 5 décembre. Je viens de me réveiller. J'ai mal à la tête. Je suis enfermé dans une pièce, avec beaucoup d'enfants de tous âges. Un officier allemand, qui parle français presque sans accent, nous attribue des rôles. Je suis chargé de livrer le pain au front. Moi, petit français, je vais devoir servir l'ennemi. Cela me répugne, mais je n'ai pas le choix si je veux rester en vie. Monsieur Pastier, le boulanger réquisitionné par les Allemands, me remet 2 gros paniers. Je pars. Je suis terrorisé, mais je m'efforce de ne penser à rien d'autre qu'à ma mission. Je cours aussi vite que possible. Je distribue tout mon pain et je reviens à toutes jambes. Je ne reçois ni compliments ni réprimandes, rien que de l'indifférence. Après tout, je ne fais qu'exécuter les ordres. 12 décembre. Il fait froid, je suis sale, le bruit incessant de coups de feu me tourne dans la tête. Cela fait déjà une semaine que je porte le pain. Le chemin me devient familier. J'entends des voix, je pense devenir. Le Bérin affamé. J'arrive sur le front, le haut feu. Sans doute une pour dans les combats. Je distribue mon pain, le soldat assis dans la tranchée. Je grimpe à une échelle pour jeter un coup d'œil dehors, vers le maintenant et soudain. Les soldats pointent leurs armes sur moi. Je porte une tenue allemande. Papa leur explique la situation. Je s'appelle. Nous sommes à bout de force. On nous amène à l'infirmerie. 13 décembre. J'ai bien dormi, mais papa, lui, ne va pas mieux. Il doit se faire amputer suite à sa blessure qui s'est infectée. Quant à moi, j'entends de plus en plus de voix. Il paraît que je souffre de troubles mentaux. Nous sommes dirigés vers Compiègne, dans un hôpital militaire. 14 décembre. Premier jour à l'hôpital. Un médecin s'occupe de moi. Il analyse tout ce que je fais, tout ce que je dis. Il me corrige lorsque je n'ai pas la bonne façon de penser. Papa, lui, vient de se faire amputer. Il va bientôt apprendre à marcher avec sa jambe de bois. Je pense à maman, qui doit être folle d'inquiétude à notre sujet. La journée passe. 18 décembre. Ça y est, nous allons sortir. Demain, nous allons rejoindre maman et
dans notre maison. J'espère qu'elle est bien. Il ne va rien arriver de mal. 19 décembre. Nous sommes sur la route avec papa. Nous voilà devant la maison. Tout est sans dessus-dessous. Tout paraît désert. Papa s'effondre sur le sol. Mais soudain, j'entends des pas. Je cours jusqu'à la porte d'entrée quand Lily en surgit avec force, me fonce dedans et me fait tomber. Et puis, c'est maman qui accourt. Elle aide papa à se relever, ils se prennent dans les bras. Nous pleurons tous. Ce sont des larmes de joie. Maman a l'air fatiguée. Elle n'a pas pu dormir ces derniers jours. Nous allons abattre Cocotte, notre dernière poule, pour un dîner de retrouvailles. Le soir est tombé. À table, papa et moi racontons mes aventures. Maman pense que nous sommes des miraculés, mais moi, je ne sais pas quoi penser. Je crois que je ne réalise pas ce qui s'est réellement passé ces derniers jours, ni la chance que nous avons eue. Juin 1917. Un jour pas comme les autres, s'est offert à moi. Je jouais tranquillement dans la chambre avec Louise. Nous lancions des avions en papier de la fenêtre et le vent les emportait. Maman était en bas. Elle préparait le dîner. Elle m'a appelé. Pierre, mon chéri, amène-moi ta petite sœur et va chercher 5 ou 6 patates pour ce voisin. Tu sais, la vieille dame qui habite près de l'église, dépêche-toi et fais attention de rentrer. Je savais que maman ne voulait pas que je coupe en traversant l'ancien champ de bataille. Elle dit que c'est dangereux, qu'il y a des choses que je ne dois pas voir. Alors je suis passé par la route. J'ai croisé un petit groupe de soldats qui revenaient du front avec leurs chevaux. Quand je suis arrivé chez Rosine, elle était assise devant sa porte d'entrée, en train de tricoter. Je l'ai saluée. Bonjour Rosine.
Maman vous demande si vous pouvez me donner quelques pommes de terre pour ce soir. Elle m'a répondu oui, tout de suite, d'un signe de la tête, avec un petit sourire. Ensuite, elle m'a proposé quelques gâteaux. Ils étaient tellement bons que je n'ai pas fait attention à l'heure. Quand je suis reparti, il pleuvait. Et la nuit n'allait pas tarder à tomber. J'ai eu peur que maman me gronde. Alors j'ai pris le raccourci pour rentrer à la maison. Je courais et j'ai failli tomber au moins 3 fois à cause de mes lacets. Je me suis arrêté pour les repères. Et là, j'ai vu un pied devant moi. J'ai relevé la tête une seconde. Un curieux personnage se tenait là. Il portait des chaussures très abîmées par le temps. Son bas de pantalon était arraché et un morceau de papier journal dépassait de sa poche de devant. Sa chemise sentait l'alcool et la transpiration. Il portait une capote en drap bleu et j'ai vu que le col était arraché d'un côté. Je me suis souvenu que la dernière fois où j'ai vu papa, avant sa disparition, lui aussi avait le col arraché d'un côté. J'ai pensé que c'était un soldat qui avait fui la guerre. J'ai eu peur. J'ai murmuré. Je vous donne une patate si vous me dites où vous avez trouvé la veste. Il a laissé passer un long moment avant de me répondre. Je l'ai trouvé un petit peu plus loin, près de la forêt. Je suis trop petit pour aller voir ce qui se passe là-bas. Laisse-moi t'expliquer. Je ne savais pas trop quoi faire. La nuit était déjà tombée. La pluie infiltrait mes vêtements. Je voulais rentrer à la maison, rassurer maman, mais cet homme me faisait penser à mon papa et j'avais envie de comprendre. Je lui ai raconté comment papa avait disparu il y a 6 mois. Il n'avait plus donné de ses nouvelles. Je lui ai demandé s'il le connaissait, s'il l'avait vu. Il a posé la main sur mon épaule. C'est petit. Les poilus sont des hommes qui résistent à tout. Crois-moi, j'en connais qui ont vu les pires horreurs du monde et qui arrivent encore à monter au combat sans se poser de questions. Je suis sûr que ton papa était un de ces hommes-là. Personne ne peut vraiment dire ce qui se passe à la guerre. C'est mon petit, le seul moyen de savoir si ton père est encore là, c'est de déposer quelque chose, une lettre, un objet, dans un endroit que toi et lui, d'être seul. Si le lendemain tu es retourné et que l'objet est toujours là, alors tu sauras la vérité. Quand je suis rentré à la maison, j'étais trempé, je grelottais. Maman m'a grondé, mais en même temps, elle m'a serré bien fort dans ses bras. Je n'ai pas osé lui parler de ma rencontre. 3 juin 1917. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à ce que le vagabond m'avait dit hier. Et j'ai décidé d'écrire une lettre à mon papa. Papa, ça fait déjà beaucoup de temps que nous ne savons pas où tu es parti, ni ce que tu es devenu, et tu nous rends beaucoup. Maman nous parle souvent de toi, mais personne ne t'oublie. J'espère que tu vas rentrer à la maison très vite. On t'aime. Pierre.
Après ça, je suis allé dans la cabane, dans l'arbre, près du mur du jardin. C'était notre endroit avec papa arrière. J'ai laissé la lettre dans la boîte où on cachait les gâteaux que piquait ta maman. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai attendu toute la journée devant la fenêtre. Je regardais la cabane, et ça ne se passait rien. Après le repas du soir, j'ai encore regardé à la fenêtre. Le temps passait, et je commençais à m'endormir. Et tout à coup, j'ai vu une grande silhouette apparaître au bout du jardin et se diriger vers l'arbre. J'ai dévalé l'escalier et j'ai couru jusqu'à la cabane. Quand je suis rentré, le vagabond lisait la lettre et mangeait un gâteau. C'est à ce moment-là que je l'ai reconnu. C'était mon père. J'ai pleuré. Il avait tellement changé. Il avait menti. J'ai voulu courir pour rentrer à la maison, mais il m'a rejoint en bas de l'arbre. Il s'est agenouillé devant moi. Il m'a pris le visage entre ses mains et il m'a dit: Mon fils, seul toi et moi pouvions savoir que tu allais venir dans notre cabane et que tu allais poser cette lettre dans la boîte à gâteaux. Viens, petit Pierre, on rentre à la maison. Alors, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à lui sourire. « 24 décembre 1916, Gandine-Goldstadt, Bavière. Mon petit Louis, je t'écris depuis ma cellule en Allemagne. Je ne sais pas où j'en suis, mais je sais où je vais. Hier, j'ai accompli un acte dont je dois maintenant payer les conséquences. Comme mes camarades étaient sur le point de craquer, je leur ai permis de s'évader, comme l'a fait Edith Cavell il y a un an de cela. J'ai attiré un garde dans notre cellule. Ensuite, un de mes compagnons s'est occupé de lui régler son affaire.
Nous avons ainsi récupéré les clés de toutes les cellules de l'étage. Moi, j'ai été retenu, et je ne regrette rien. C'est le sacrifice d'une vie pour en sauver des dizaines. Je n'imagine pas à quel point vous allez en souffrir. Mais dis-toi qu'avec le temps, on apprend à vivre avec. Prenez soin, toi et ta sœur, de votre chère mère, à qui vous devez la vie, et bien plus encore. C'est la dernière année où je pourrais te le souhaiter. Alors, joyeux Noël. Sache que désormais, quand tu regarderas le sapin, tu penseras aux doux moments que nous avons passés ensemble. Je t'aime. PS. Je joins à ce courrier la médaille que tu avais chippée à un aviateur lors de ta visite à l'aérodrome. Tu avais pourtant. C'est le dernier cadeau que je puisse t'offrir. Ton papa t'aime tant. À l'attention de l'aviateur Charles Ningessert. Cher Charles, j'espère que tu te souviens de moi. En effet, je me suis rendu à ton aérodrome il y a quelques années de cela, lors d'une sortie scolaire, et je t'avais volé une de tes précieuses décorations. Rappelle-toi, tu avais pris la main dans le sac, et en me souriant, tu me l'avais offert, en me disant qu'un jour, j'en gagnerais moi-même une semblable. Nancy, le 2 avril 1917. Cher petit Louis, j'ai bien reçu ton pli et je vais faire de mon mieux pour te permettre de venir à nos côtés. En effet, je vais demander à un ami de te fabriquer de faux papiers qui te permettront de t'inscrire dans notre section. J'ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition de ton père. C'est un fait tragique et certainement une grande souffrance pour toi.
Mais dis-toi bien qu'il a accompli un acte de courage exceptionnel qui lui vaudra sûrement, au jour de la victoire, la reconnaissance de la nation. Je me souviens de cette médaille que tu convoitais tant. Tu m'avais dit que c'était pour l'offrir à ton père. Je t'avais répondu qu'un jour tu aurais l'occasion d'en obtenir une par tes propres moyens. Ce jour arrivera bientôt, je te le promets. De plus, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les renforts seront bientôt là, puisque les États-Unis entrent en guerre à nos côtés. Ils l'ont confirmé il y a quelques heures. Mes amitiés, Charles. 12 novembre 1912. Ma bien chère mère, après ces 2 années passées au front pour libérer ma patrie et venger mon père, après avoir participé à cette guerre meurtrière, ma mission est en phase. Notre pays peut se remettre de cette horrible tuerie. Petit à petit, nous allons pouvoir surmonter ce temps de cauchemar que jamais oublié. Je pense à tous les morts causés par cette guerre. À leur place, je serai fier. Fier d'avoir servi notre camp pour lui assurer la victoire. Voilà. La guerre est terminée et la paix est arrivée. Fini le moment de peur. On entendra les coups de feu. Place à la joie et au jour merveilleux. À nous l'avenir paisible et radieux, nous ne serons plus d'ici. PS, je vais te présenter prochainement une infirmière que j'ai rencontrée pendant une de mes rares permissions. Peut-être pourras-tu bientôt du petit temps. Embrasse également ma chère sœur, de se faire un sang dans le corps. Je t'embrasse, Louis. Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix. En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères. En temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Hérodote. Je voulais remercier la médiathèque aussi de nous avoir accueillis quand même. Et surtout l'association pour le rayonnement du violoncelle qui est à l'origine de ce projet, bien sûr. Et puis Alain Clément qui a assuré les ateliers d'écriture. Les participants aux ateliers d'écriture, Et les animateurs aussi.